François-Xavier Oliveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien chef d'entreprise, vous êtes essayiste et vous publiez Microcapitalisme, un livre coédité par les presses universitaires de France et le think tank libéral Génération Libre. Alors ce que vous appelez microcapitalisme, c'est le système qui a émergé avec la révolution numérique, à savoir la possibilité pour tous de se constituer un microcapital, par exemple une voiture pour un chauffeur privé ou alors un appartement personnel pour un loueur Airbnb, alors qu'avant, pour accéder au capitalisme, il fallait être un investisseur aux poches plutôt profonde. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous dites que cette définition du système de production, microcapitalisme, elle est à préférer à économie du partage. Oui, l'économie du partage, c'est une très belle façon de l'illustrer, mais moi, ce qui m'intéressait dans le livre, c'est de le regarder d'un point de vue économique, en fait. Et on s'aperçoit que la principale motivation des producteurs dans ce système microcapitalisme, c'est effectivement de gagner de l'argent. Quand vous fournissez une voiture sur Blablacar ou un appartement sur Airbnb, c'est d'abord pour gagner de l'argent. Et quand vous utilisez un Blablacar ou un Airbnb, ça va être d'abord pour économiser de l'argent. Donc il s'agit bien d'une transaction économique, et ça m'a paru intéressant de le regarder sous cet angle-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le microcapitaliste a un avantage concurrentiel par rapport à des acteurs installés. C'est ça qui est vraiment, vraiment nouveau, vraiment intéressant. Il ne se peut pas de salaire, il n'amortit pas son capital, il a des frais d'accès au marché qui sont extrêmement faibles pour un accès au marché qui est très efficace. Et donc, il a un avantage concurrentiel par rapport à des acteurs installés qui sont dans le marché depuis longtemps et qui ont accumulé un capital phénoménal. Aujourd'hui, Airbnb loue plus de chambres que les grands leaders de l'hôtellerie. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est que c'est vraiment la structure, le cœur même du capital, qui est l'accumulation du capital, qui est en train de se faire challenger par des acteurs comme vous et moi qui rentrent sur le marché via ces plateformes. Alors vous relevez que ce microcapitalisme, il rend réel une fiction économique, à savoir la concurrence pure et parfaite. Et vous rappelez que dans ce modèle théorique, le profit marginal tend vers zéro. Est-ce qu'il faut en déduire que les entreprises historiques sont dans une situation extrêmement compliquée? Elles sont presque condamnées à long terme? Non, pas forcément. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont dans une situation d'intensité concurrentielle qui est probablement jamais vue, ou en tout cas très souvent à des degrés extrêmement élevés. Moi, je côtoie régulièrement les chefs d'entreprise et effectivement, c'est un sujet qui est important pour eux et qui est même essentiel. Je parlais de la SNCF dans mon livre, d'accord. Enfin, il y a beaucoup de sociétés qui sont confrontées au microcapitalisme et qui sont effectivement dans des situations concurrentielles difficiles. Est-ce qu'elles ne peuvent rien faire? Non, certainement pas. Il y a des moyens de se défendre, il y a des accès, notamment la possibilité par exemple d'essayer de fédérer soi-même autour de ces plateformes l'intervention des microcapitalistes. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un défi assez essentiel pour les entreprises dans les années qui viennent. Quelle place pour les GAFAM dans ce microcapitalisme? Est-ce qu'elles ne sont pas dans une position antinomique avec le microcapitalisme, puisqu'elles sont dans des positions oligopolistiques, voire même monopolistiques? Alors, elles sont là où elles illustrent effectivement l'idée du microcapitalisme, c'est que elles viennent, historiquement, si vous regardez l'histoire des GAFAM, d'investissements assez peu capitalisés, assez peu capitalistiques, par rapport à la génération ou les générations d'avant de la révolution industrielle. Donc, elles proviennent un peu de cette même logique d'investissement à faible capital, même si derrière, ensuite, elles ont levé des fonds dans des conditions considérables. Les GAFAM, effectivement, il faut s'assurer que la concurrence est bien respectée, et ça, c'est aux législateurs de s'assurer que la concurrence est respectée. On les décrit souvent comme des géants. Est-ce qu'ils ont parfois des pieds d'argile? Peut-être. Je ne suis pas certain que dans 10 ans, on parle des mêmes GAFAM. On en parlera peut-être de certaines, d'autres qui auront peut-être disparu ou qui seront passées au deuxième plan. Certainement autour de l'intelligence artificielle qui vont certainement émerger. Donc je pense que c'est un monde en mutation et dans lequel on va effectivement voir des fédérateurs de plateformes qui peuvent prendre une grosse part de marché et puis les microcapitalismes qui s'intègrent dans cet univers-là, potentiellement avec ces plateformes. Pour vous, ce système microcapitaliste, cette émergence de ce système, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est porteur d'un certain nombre d'avantages, notamment au pouvoir d'achat, vous l'avez rappelé en début d'interview. Mais est-ce que tout le monde a sa place dans ce système? Et qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne trouveraient pas leur place? Alors tout le monde a sa place en théorie, même si effectivement il faut un capital pour rentrer, donc il faut quand même un minimum d'argent pour rentrer. Je pense que le sujet aujourd'hui, il est plus autour du fait que le microcapital tend à transférer du travail, du salariat vers l'indépendant. Un Airbnb, par exemple, va avoir une personne pour gérer 1000 chambres d'hôtel, alors que l'hôtellerie traditionnelle en avait 300 pour gérer autant de chambres d'hôtel. Ce qui se passe, c'est simplement que c'est l'individu qui va faire le boulot du salarié. Et donc, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est la protection sociale de l'individu. C'est ça le gros sujet, et qui est toute la deuxième partie de mon livre, c'est comment est-ce qu'on reconstruit une protection sociale qui soit vraiment universelle, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas fondée, comme elle l'est aujourd'hui, sur le salariat, comme alpha et oméga de la participation à l'économie. Et c'est ça qui est je pense, le tournant le plus difficile
le plus simple théoriquement, parce qu'en fait les solutions sont finalement assez simples, mais le plus difficile ensuite en termes de transformation et de changement à produire, c'est cette bascule vers un monde où la protection sociale est réellement universelle. Et je propose de reconstruire un schéma dans mon livre qui est à la fois axé sur la liberté et sur le droit de contracter et sur la solidarité. Eh bien, merci beaucoup François-Xavier Oliveau pour cette présentation. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre Microcapitalisme vers un nouveau pacte social aux éditions PUF coédité avec le think tank Génération Libre. Merci encore. Merci à vous.